Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous accueillir pour cette nouvelle conférence de France Fraternité et d'Ouzbek Erika. Nous avons choisi pour cette fois de vous parler de nos voisins allemands et plus précisément des Verts allemands. On se demandait de ce côté-ci du Rhin qui allait remplacer l'insubmersible Angela Merkel, qui après 16 ans de règne va quitter le pouvoir dans 4 mois lors des législatives de septembre 2021. Et puis, patatras, voilà qu'apparaît une nouvelle venue de 40 ans, jeune mère de famille, Annalena Baerbock, la patronne des Verts, que tous les médias d'Europe s'arrachent. Mirage ou modèle, c'est ce que nous allons tenter de savoir avec l'ami Thierry Keller. Ça va, Thierry? Ben oui, ça va bien. Le patron des rédactions d'Ouzbek Erika, et avec notre invité Jens Altaf. Bonsoir. Alors, Jens Altaf est directeur du bureau de Paris de la fondation Heinrich Böll. Il a travaillé au sein du Parlement européen à Bruxelles. Il a été 8 ans porte-parole des Verts allemands à Berlin, je crois. Il est journaliste, il a été journaliste. Il a enseigné comme maître de conférence au centre de journalisme de l'Université libre de Berlin et il est docteur en sciences politiques. Alors, Jens, la première question que nous avons envie de vous poser, c'est quoi ce soft power à l'allemande autour des fondations? Vous êtes patron d'une fondation, on a plutôt l'habitude, on a entendu parler de la fondation Adenauer, de la Friedrich Ebert, mais voilà, comment ça fonctionne? Soft power. Déjà, alors merci beaucoup vraiment pour cette invitation et aussi pour cette possibilité de parler un peu quand même d'une année de campagne inédite et extraordinaire en Allemagne. Oui, la Fondation Heinrich Böll, c'est une des fondations politiques en Allemagne. C'est une fondation politique qui est proche des Verts allemands. Et en Allemagne, on a un système des fondations politiques qui sont proches des partis, donc un mouvement politique qui est représenté au sein du Parlement pour une deuxième fois a la possibilité d'avoir une telle fondation. Mais ces fondations, c'est très important. Là, le Cour des comptes et autres, ils font très attention. Ils sont par l'organisation, par le financement, par les structures strictement séparées par les partis. Ils n'ont pas le droit de se mêler. On a la campagne électorale, on travaille des partis. C'est le Parlement qui adopte un budget global. Il y a une répartition quand même entre les différentes fondations selon la force des partis. Et l'objectif de ces fondations, c'est l'éducation politique. Donc, l'idée de toutes les fondations, c'est vraiment de promouvoir l'engagement pour la démocratie, l'engagement citoyen pour la démocratie. Et si on peut le dire aussi un peu brièvement, c'était aussi quelque chose qui s'est installé après la guerre en Allemagne. C'était aussi un peu l'idée d'avoir des institutions assez fortes pour transformer les Allemands en démocrates. Parce qu'avant, il y avait une sorte de démocratie sans démocrate, c'était assez compliqué aussi avec des conséquences plutôt catastrophiques pour le reste de l'Europe. Donc, ça vient de là, mais avoir des institutions assez fortes qui s'engagent pour cette éducation politique, cet engagement démocratique, mais avec une approche pluraliste. Parce que le pluralisme, c'est quand même des principes de base d'une démocratie, donc ça vient de là. Et donc, vous n'êtes pas le porte-parole des Verts aujourd'hui, mais ces fondations, elles agissent dans toute l'Europe? Ces fondations, justement, ils sont des bureaux dans le monde entier. Donc, nous, on a encore une petite fondation comparée avec les autres, des conservateurs, proches des conservateurs, proches des social-démocrates. Adenauer, c'est très grand. Adenauer, c'est pour la CDU. Oui, c'est 3 fois le budget de la Böll, 3 fois, quand même plus grand. Et nous, on a 32 bureaux dans le monde entier. Et l'idée, c'est justement, par exemple, ici en France, on travaille sur tout ce qui est coopération franco-allemande, amitié franco-allemande, promouvoir les projets européens, et bien sûr, une fondation qui travaille aussi dans une perspective de transition écologique et solidaire pour une démocratie plus participative et inclusive, et beaucoup d'autres questions, aussi asile, immigration, voilà. On disait, on connaît Adenauer, on connaît un peu moins Ebert, mais enfin, il a été un président
de la République de Weimar. Heinrich Böll, plutôt écrivain. Son lien avec l'écologie, c'était quoi, juste comme ça pour un petit moment de pédagogie pour nos auditeurs? Oui, justement, je trouve que c'est vraiment le bon moment d'être dans Prix Nobel ici, à de une littérature. Ici, oui, il y a une librairie tout à fait. qui est quand même une librairie qui est Librairie associée, on remercie une nouvelle fois le patron Jacques Dess. C'est extraordinaire d'être ici. Donc oui, Heinrich Böll, prix Nobel, un grand écrivain, mais pas seulement un très grand écrivain d'après-guerre, c'était quelque chose qui est plutôt rare en Allemagne, si on le compare avec la France. C'est d'ailleurs toujours quelque chose que j'ai toujours adoré avec la France. Déjà quand j'étais jeune, c'est qu'il y a beaucoup quand même des écrivains, des artistes et autres qui s'engagent publiquement et qui s'engagent politiquement aussi, qui sont des intellectuels aussi. Donc en Allemagne, c'est assez rare, ça, c'est beaucoup plus rare, il n'y a pas de cette tradition. Mais Heinrich Böll, il était quelqu'un qui s'est engagé beaucoup, et il s'est justement engagé, il a beaucoup soutenu les mouvements sociaux, qui étaient la base des Verts. Donc le mouvement écologique, le mouvement pacifique aussi très fortement, contre le stationnement des bombes nucléaires en Allemagne, les bombes nucléaires américaines, au début des années 80. Donc c'était vraiment quelqu'un, et il a aussi soutenu. Il n'était jamais membre des Verts, mais il a publiquement, il était déjà très connu au début des années 80, c'était un grand intellectuel de gauche, et il a soutenu publiquement les Verts dans la campagne de 83. Et après, ils sont À entrés pour l'époque la où les première Verts fois. étaient un parti alternatif. Complètement, c'était une partie complètement protestataire qui voulait être une sorte de parti anti-parti. Et maintenant, vous êtes un parti normal. Parti normal, ça, j'irai pas si loin que ça, mais au minimum, c'est vrai que les Verts aujourd'hui. La normalité. Et nous, de toute façon, moi, juste pour dire ça ouvertement, parce que tu l'as dit comme ça, moi, je suis pas porte-parole des Verts, je peux juste expliquer, hein, je suis quelqu'un qui peut donner des analyses, qui me peut expliquer, mais les Verts, c'est vrai, ils sont changés, mais aussi le système politique allemand a beaucoup changé. Donc, on dit souvent, je veux dire, il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de choses qui étaient complètement quelque chose qui était vraiment seulement l'intérêt d'une petite minorité. Aujourd'hui, ce sont des positions, des choses qui sont partagées par la majorité. Par exemple, le mouvement féministe était très, très, très fort aussi au début. Et les premiers discours des députés verts, c'était des chocs. C'était vraiment des discours féministes qu'on n'a jamais eu au Parlement en Allemagne. Aujourd'hui, les positions sont quand même partagées. Pas beaucoup de gens. Donc, je veux dire, c'est pas, parce que souvent on dit les Verts sont allés dans une certaine direction, mais c'est aussi la société qui s'est beaucoup transformée. Heureusement. On sent beaucoup de sujets. Quand même, hein. Mais c'est vrai quand même, là, c'est aussi des faits. Parce que c'est vrai que les positions dans les années 80. Pierre le disait, les élections sont le 26 septembre. Oui. On a là une sorte de nouvelle figure médiatique en la personne d'Annalena Baerbock. Alors, on s'est aussi beaucoup intéressé à elle parce qu'elle a un profil qui plaît beaucoup, elle est jeune. Tout le monde se dit, ah ben, elle a été vice-championne de trampoline. Alors, tout à coup, ça suscite une certaine forme de curiosité, mais elle est réellement au port du pouvoir. Et de fait, clairement, chez nous en France, les Verts sont pas du tout aux portes du pouvoir. Et on ne peut que regarder l'Allemagne avec beaucoup de curiosité et un peu de jalousie, pour être honnête. Qu'est-ce qui fait que dans l'histoire des Verts allemands, il y a eu une sorte de bascule vers un parti politique, alors Pierre disait normal, mais en tout cas dont la participation au pouvoir est quelque chose d'entrer dans les mœurs. Et puis qui n'est manifestement ni de droite ni de gauche. Alors, j'ai vu des déclarations, vous étiez devant, un peu comme en France, on est de droite et de gauche. J'ai vu d'autres moments dans l'histoire où, au-dessus de la gauche et de la droite, il y avait la République. Mais vous êtes où? C'est quoi cet objet non identifié? En Allemagne, c'est très clair et c'est une grande différence avec le système français présidentiel, qui est même très, très fixé sur le personnage du président. En Allemagne, on n'a pas ça. On a quand même un système, donc la chancelière, en ce moment, où le chancelier est élu par le Parlement. Et en plus, on a un système proportionnel, pas un système majoritaire. Ce qui veut dire qu'il faut aussi former des coalitions.
Ça, c'est quand même important. Donc, il y a quand même, bien sûr, en ce moment, un effet médiatique autour d'Annalena Baerbock. Donc, c'est une candidate vraiment une politicienne extraordinaire, on doit dire. Elle est très, très forte. Mais ça, c'est un point. Il y avait déjà, avant la pandémie, il y avait déjà une situation dans le sondage, et c'était sans qu'elle était candidate de tête. Avant la pandémie, il y avait déjà une situation dans le sondage où les Verts et les conservateurs étaient au même niveau. Donc, c'est pas un effet seulement Annalena Baerbock, même si bien sûr en ce moment, si on voit Annalena Baerbock et on voit les autres candidats, bien sûr, ça donne encore en comparaison. Mais ce qui est aussi justement en ce moment assez intéressant, c'est que la force des Verts en ce moment, on va aussi dire ça a aussi quelque chose à voir avec la faiblesse des autres en Allemagne. C'est-à-dire les Verts sont, ça c'est assez inédit, ça c'est vrai, c'est une situation vraiment inédite. Les Verts, ils sont bien unis. Les Verts, ils sont un programme très clair, une orientation très claire. Ils sont aussi des dirigeants pas contestés au sein du mouvement qui ont eu la capacité de rassembler. Il y a un duo à la tête des Verts et en fait. Voilà. Avant, c'était plutôt souvent les Verts où il y avait beaucoup de débats, bien sûr beaucoup de conflits. Et puis les conservateurs, par exemple, c'était un bloc. En ce moment, on a l'impression que là, rien ne va plus. Ouais. Donc, et vu de l'histoire, bien sûr, vous pouvez voir, il y a un processus que dans il y a 40 ans, bien sûr, de 40 ans de l'histoire, il y a un processus que aussi les Verts se sont professionnalisés. Ils sont aussi maintenant une expérience d'exercice de pouvoir. Ils ont été déjà gouvernement fédéral. Dans les Länder. Non, ils sont aussi du gouvernement fédéral. C'était 98 jusqu'à 2005, quand même, avec Joschka Fischer et tout ça. Oui, bien sûr. Puis après, on a déjà dit les Verts, c'est fini. Ils ont été déclarés morts après, parce qu'on a dit, de toute façon, maintenant, tout le monde va s'occuper du question climat, protection climat. C'était 2007, on a déclaré complètement, sont plus nécessaires. Mais là, après, ils sont justement maintenant revenus par les régions, par le Länder, où ils sont gouvernement dans 11 régions, et ils ont déjà beaucoup d'expérience au niveau de ces gouvernements. Et non, d'ailleurs, pour ta question, c'est très simple, on peut regarder le programme des Verts, et c'est un programme qui clairement, un programme de gauche, de très clairement un programme gauche. On va y revenir. Augmentation de salaire minimum. Oui, mais on va y revenir parce que... Augmentation des impôts pour les plus riches, vraiment avoir un impôt sur le patrimoine. Donc, je veux dire, pour donner toute une grande liste, ce qui est un programme, c'est très clairement un programme de gauche. Donc, il n'y a pas de... Moi, je suis un peu étonné si parfois ici, le gouvernement, aussi macroniste, en France, se réclame, comme aujourd'hui aussi, quand même la ministre pour la transition écologique, elle a dit, moi, je suis comme les Verts allemands. Non, au niveau de programme, non. Parce que, par exemple, la loi climat qui était votée aujourd'hui à l'Assemblée nationale, là, avec la loi climat, la France veut baisser jusqu'à 2030 la émission CO2 à 40%. Et c'est pas assez, parce que la France a adopté la position européenne de baisser à 55%. Les Verts, dans leur programme, ils veulent baisser jusqu'à 70%. Donc, c'est loin. Oui, mais tout de même, vous êtes, enfin, les Verts sont au pouvoir dans 11 Länder sur 16, et avec des coalitions extraordinairement différentes. 8 coalitions différentes. Un coup avec la CDU, un coup avec le SPD, voire avec Die Linke. Mais je veux bien que le programme soit de gauche, mais vu d'ici, cette adaptation aux partenaires est quand même extraordinairement surprenante. Je ne sais pas si c'est surprenant, parce que si vous regardez le système en Allemagne, tous les partis en Allemagne sont dans différents types de coalitions. Je veux dire, la CDU est dans plein de coalitions avec les sociodémocrates avec la CDU. Les libéraux sont les libéraux en Allemagne qui sont part du groupe Renew, ici des République en marche dans le Parlement européen. Eux, ils sont une fois avec plutôt la gauche, avec les sociodémocrates et les Verts, une autre fois, ils sont avec les conservateurs. Donc, vu de l'Allemagne, c'est rien d'extraordinaire. C'est pratiquement tous les partis qui sont maintenant, parce que ça c'est une suite du fait que on avait un système avec quand même 2 partis très forts et des petits partenaires. Ça, c'était le système, on peut dire, peut-être jusqu'à 2005. Ouais.
Et puis, à partir de 2005, on a un processus de fragmentation. Donc, on a plus de partis qui sont plus petits, et surtout les grands partis, comme en France, comme partout en Europe, les grands partis ont beaucoup baissé et reculé. Donc, maintenant, il faut des différents types de coalitions. C'est face à... Mais oui, il faut peut-être rappeler ici le mode de scrutin qui oblige quasiment à la coalition, qui oblige d'ailleurs Oui, à la bien sûr, coalition. absolument. Ouais. Le mode de scrutin, c'est un mode de scrutin uninominal à un tour plus une proportionnelle. Une sorte de scrutin municipal français, quoi. Hein, souvent on dit ça. Hein. Oui, oui. Alors, nous, on a 2 tours oui, municipal. Mais disons qu'il y a, on peut faire des majorités, mais les minoritaires existent. Donc oui, mais ouais. Bon, c'est-à-dire en France, au niveau de municipal, il y a quand même une sorte de bonus pour la liste majoritaire. Donc la liste majoritaire a la majorité et ne doit pas faire des coalitions. Tout à fait. Donc il faut des coalitions, des alliances avant. Ça, c'est la grande différence en Allemagne. En France, c'est nécessaire de faire des alliances avant. En Allemagne, on fait des alliances après. Mais je crois que c'est une question clé parce que c'était aussi une question. Il y avait beaucoup de débats. Il y avait pour la première fois en 2008. Aussi forcé par la situation, en 2008, il y avait pour la première fois une coalition entre les conservateurs, la CDU, et les Verts, dans la ville, qui est aussi une région de Hambourg. Mais bon, ça, c'était un premier essai qui était assez compliqué au début, mais c'était un maire conservateur très moderne, très ouvert, qui était gay aussi ouvertement et qui a déclaré ça parmi les conservateurs, ce qui était à ce moment-là comme quelque chose d'extraordinaire. C'était quelqu'un qui était très moderne, ouvert et qui voulait essayer ça, mais c'était bien sûr compliqué au début. Mais ce qui est assez, moi je trouve intéressant, et c'est ça la question clé. La question clé, est-ce que ça aboutit? Parce que maintenant on a ce type de coalition depuis 2008. Est-ce que ça aboutit au fait de perdre la crédibilité ou gagner en crédibilité? En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que même dans des coalitions avec les conservateurs, comme le long de Hesse, par exemple, les Hessen, les Verts ont été réélus, ils ont pu augmenter le résultat. Donc, les électeurs ont eu l'impression, aussi avec la droite, ils sont capables de vraiment avancer leur programme, de vraiment mettre leur programme en place, et ils ont eu en plus de soutien. Donc, il n'y avait pas cette idée ils sont en train de traiter les valeurs de la gauche, le programme de la gauche, et on ne va plus le voter. Au contraire, ils sont réélus dans ce type de coalition, mais même avec un plus grand soutien. Qu'est-ce qui explique le mieux ce succès électoral? Est-ce que c'est, on l'a dit, le mode de scrutin, ou est-ce que c'est la façon dont les Verts ont fait de la politique depuis une quarantaine d'années, c'est-à-dire en gros d'être des pragmatiques versus les fameux idéalistes Ou c'est une question propre à l'époque où les Verts surfent sur le climat? Parce que je rappelle en même temps que les Verts, il y a 3 ans, faisaient 9%. 4 ans, ouais. Oui, 4 ans, 9%. Et les voilà aux portes de la chancellerie. Donc, voilà. Peut-être aussi que Merkel avait un peu écrasé la vie politique allemande. Absolument. Bon, il faut quand même, je vais quand même. Comme tu vois, on a beaucoup de questions. Oui, voilà. Non, mais je trouve qu'il faut quand même dire une chose. Là, on est à 5 mois avant les élections. Rien n'est fait. Rien n'est fait. Les Verts n'ont pas encore gagné. C'est très bien dans le sondage, mais moi, je crois que ça va plutôt maintenant baisser. Ça va pas encore augmenter. Et là, c'est un moment, en effet. Donc, on va voir. On est à 5 mois. Et il y a aussi une chose qu'il faut voir, qu'il n'y a pas, comme ça, en France, en Allemagne, il n'y a pas de plafond pour les dépenses pour la campagne électorale. Donc, les conservateurs, là, on sait déjà qu'ils sont au minimum 30 millions. Moi, je crois que c'est même plus. Donc, imaginez ce qui est possible en France, c'est 15 millions ou 21 millions. Deuxième tour. Voilà, 22, deuxième. Et là, ils sont au minimum 30 millions, même plus. Les Verts, ils vont peut-être mobiliser autour de 15 millions au maximum. Juste pour vous donner une idée de ce qui va se passer là dans les 5 mois à venir au niveau de tout ce qui campagne et tout ça. Et aussi, bien sûr, il y a aussi une situation en Allemagne, il y a beaucoup de structures qui vont plutôt essayer de soutenir aussi les conservateurs et qui n'aiment pas l'idée d'avoir une chancelière verte. Donc, on n'est pas encore là. Hein. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas trop parler de succès, tout ça, jusqu'à maintenant. Mais sur le fait que oui, c'est quand même intéressant que aussi maintenant dans la campagne, c'est plus possible de faire peur
les Verts au gouvernement fédéral. Ça a marché assez longtemps. Là, c'est plus possible parce que justement, on voit que dans 11 régions, ils exercent le pouvoir dans différents types de coalitions sans perdre leur crédibilité et en justement quand même mettre vraiment leur programme et leurs idées en place de différentes façons. Parce qu'en Allemagne, vous avez aussi, c'est aussi quelque chose de typique pour l'Allemagne, avec le système fédéral, vous avez des régions très différentes. Donc, je vais dire, une longue d'une région comme Berlin, qui est entièrement plutôt à gauche, c'est très différent d'une longue traditionnellement assez conservateur comme le Baden-Württemberg. Le Baden-Württemberg, par exemple. Que les Verts gouvernent depuis 2011. Voilà, que les Verts. Mais carrément avec un président, un ministre-président. Un ministre-président, chef du gouvernement, vous voyez, ce qui est assez intéressant parce que moi, je sais très bien, j'étais à ce moment-là, avant dans la campagne, il y avait plein des entrepreneurs, des gens de l'industrie, tous, parce que c'est économiquement, un des régions plus fortes de l'Allemagne. Il y avait beaucoup qui ont dit, les Verts au pouvoir, nous, on va quitter la région, on va voir dans d'autres régions de l'Allemagne et tout ça. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde est content. Parce que, et tout le monde, c'est assez intéressant, tout le monde est maintenant aussi complètement dans une logique, ou pratiquement tout le monde, c'est jamais tout le monde, hein, mais pratiquement la grande majorité aussi des acteurs économiques est dans une logique d'une transition écologique aujourd'hui. Ils prennent ça plutôt comme opportunité, comme chance. Oui, mais parce que vous avez aussi là le patron d'un land qui dit très clairement, je lutte contre le dérèglement climatique, mais je n'oppose jamais le dérèglement climatique à la lutte pour l'emploi, la croissance économique. Je n'oppose pas les deux. Je fais la synthèse. On a à peine à imaginer ce modèle ici. Donc, c'est quand même une particularité, une grande particularité. Et ce qui nous ramène d'ailleurs au programme. J'ai lu une interview de toi qui se déclarait favorable au marché. Marché avec une concurrence libre et non faussée. Les Verts sont sur ce type de position? Alors, 3 choses là-dessus. Ça, c'est une question très intéressante. Déjà, l'idée du marché, l'approche du marché en Allemagne et en France, c'est très différent. En France, on a encore une idée, surtout à gauche, d'un État très fort. Et il y a beaucoup aussi de sceptiques du marché. Et tout de suite, les marchés, c'est le capitalisme et tout ça. En Allemagne, il y a quand même l'expérience d'une grande partie des Allemands, l'autre aussi, avec un système communiste, hein, et directement dans l'Allemagne de l'Est. Et c'est très différent parce qu'en France, il y a souvent aussi une sorte de nostalgie, de communisme, qui est très différent parce que les communistes en France, c'était des héros de la résistance. Je veux dire, c'était impressionnant. Ils jouent tout un autre rôle en Allemagne. En France, en Allemagne, ils sont tués des gens. Ils sont vraiment torturés des gens dans des prisons. Ils ont tué des gens à la mure. Et encore aujourd'hui, on peut voir. Oui, dans l'Allemagne de l'Est, ils sont tués. Donc, il y a toute une autre approche. Donc, avec toute cette idée d'avoir quand même un État qui est en train de contrôler, ou voulait contrôler trop fortement le marché, il y a tout en Allemagne entier. Il y a une autre approche qu'en France. Ça, je trouve, c'est le contexte. Premièrement. Deuxièmement, oui, les Verts, ils sont pas en Allemagne, ils sont pas contre le marché, mais ils pensent pas du tout, et ça c'est une très grande différence, par exemple, aux libéraux. On a aussi en Allemagne, ils ne pensent pas du tout que la logique de marché, il faut juste laisser la logique de marché et ça va aller au contraire. Au contraire. Vraiment, si on regarde le programme. Donc, leur idée, il faut encadrer le marché très fortement avec un aspect écologique et social. Social, par exemple, en ce moment, ils veulent faire ça. Ils sont aussi des propositions pour encadrer les loyers. Parce qu'ils disent, par exemple, là, ce secteur-là, on a un grand problème en Allemagne avec les logements. Ils disent, on ne peut pas laisser la question de logement et les immeubles et tout ça comme ça aux logiques du marché. Ça ne marche pas du tout. Il faut vraiment faire des limites encadrées. Même chose pour l'écologie. D'ailleurs, la transition écologique en Allemagne, les sorties nucléaires, ça s'est fait comme ça. Ils ont introduit certains mécanismes dans le marché qui ont permis à tout le monde d'investir et devenir producteur de l'énergie. Donc, mais participer au marché. Donc, aujourd'hui, 11% des capacités installées des énergies renouvelables est dans les mains des agriculteurs. Donc, beaucoup d'agriculteurs étaient les mêmes problèmes comme en France, exactement le même problème avec au niveau de revenus, tout.
aujourd'hui, ils sont deuxième revenu stable parce qu'ils sont des producteurs de l'énergie. Ouais. Et il y a des coopératives, il y a des petites villes. Ça a aussi vraiment développé des territoires, ce programme. Donc, à la place de 4 grandes entreprises d'énergie qui ont fait tout le profit, aujourd'hui, il y a 43% des énergies renouvelables dans les mains de différents types de citoyens, aussi des communes, autres. Donc, là, tout le bénéfice aussi est partagé. Mais c'est quand même pas l'État qui prend ça. Ce sont les différents acteurs, mais ils sont ouvrés un oligopole qui est dominé par 4 entreprises qui ont reparti tout le marché entre eux. Parce que c'est ça un peu, ça c'est vrai, je suis défenseur. Parce que l'idée de marché, c'est justement aussi surtout voir qu'il y a une compétition. Le grand problème, par exemple, en France, quelqu'un comme EDF domine le marché, il n'y a pas de compétition dans l'énergie. Il y a une ouverture à la concurrence quand même. Oui, mais très peu. Et maintenant, l'État veut maintenant faire un projet comme Hercule, c'est-à-dire de renationaliser l'énergie nucléaire. Et avec l'argent du contribuable, on parle de 10 milliards, injecter 10 milliards d'argent du contribuable. Ça, c'est justement, mais bon. Non, mais je veux dire, on peut, mais si on parle du marché, et il faut aussi pas seulement parler de marché si on a envie, hein. C'est pas, par exemple, je vais pas trop critiquer ici, mais je trouve intéressant, par exemple, de voir, on parle du marché pour privatiser la SNCF, et on dit le marché, ça marche pas du tout s'il s'agit du nucléaire. Je veux dire, ça, c'est quand même intéressant un petit peu, hein. Et je trouve aussi, il faut avoir une perspective très claire. Le marché, c'est quelque chose qu'il faut encadrer très clairement, de façon, par exemple, que les gens qui font plus des émissions, ou les acteurs économiques qui font plus des émissions CO2, ils doivent payer plus, les autres moins. Parce que, et ça, c'est l'idée des Verts allemands, c'est vrai, c'est l'idée que c'est pas toujours dire tout le monde doit changer son comportement. Il faut d'abord permettre que les gens ont la possibilité de changer leur comportement. Je vous donne un petit exemple sur le marché. Aujourd'hui, une famille, 4 personnes, famille classe moyenne à Paris, oui, 2 enfants, tout ça, ils veulent partir comme ça en vacances en Italie. Ouais, on espère que bientôt ça va être de nouveau possible, c'est fini avec la pandémie. Oui, on peut, mais je veux dire que vraiment on a les conditions. Et ils regardent et disent, nous, on aimerait bien faire ça par le train, même si ça prend beaucoup de temps, mais quand même, c'est bien avec les enfants et tout ça à faire, ces voyages. Puis ils regardent leur budget, et puis ils regardent les prix. Et puis voir que tout ce qui est ligne, tout ce qu'on peut faire par l'avion, low cost, c'est beaucoup moins cher et que d'y aller en train. Et vu leur budget, ils sont pas vraiment un choix. Donc, le marché ne donne pas la possibilité d'un choix écologique dans beaucoup de cas. Donc, il faut créer un marché, des conditions de marché où c'est aussi moins cher et aussi il y a la vraie possibilité de faire des choix écologiques. Alors, justement, tu parles de la question du nucléaire. Les Verts allemands se sont beaucoup fondés sur leur refus du nucléaire. Complètement. Voilà qu'il y a 10 ans, quasiment jour pour jour, Angela Merkel, du jour au lendemain, sort du nucléaire 2 jours après Fukushima et bascule son pays vers les énergies renouvelables. Non, pardon. Bon, d'accord. Oui, non, mais là, avec une grande transition sur le carbone. Alors, où est-ce que vous en êtes, vous, du point de vue Alors, tu vas revenir sur. Oui, absolument, parce que là, c'est juste au niveau de. Non, ce qui s'est passé en Allemagne, c'était un des combats principaux aussi, le mouvement anti-nucléaire. C'était un des mouvements sociaux qui était très important pour le fondement des Verts, c'est vrai. C'était un très grand combat dès le début. D'ailleurs, il y avait une première participation au pouvoir des Verts dans la langue de Hesse, déjà en 85, mais ça a duré que 2 ans, parce que justement, après Tchernobyl, ça a déclenché un grand conflit au sein de cette coalition. Donc, c'est dès le début, c'était quelque chose de très important. Quand les Verts sont entrés au gouvernement fédéral pour la première fois, c'était en 98, là, ils sont, eux, vraiment mis comme condition le sortie nucléaire. Donc, c'est eux qui ont demandé ça. Okay. Et c'était en 2002, c'était acté. Le gouvernement en 2002 a acté le sortie nucléaire, a commencé le sortie nucléaire. Donc, c'était en marche. Et eux, d'ailleurs, ils ont fait des contrats avec les 4 grandes entreprises qui étaient contrats aussi, qui étaient juridiquement sûrs. Ce qui s'est passé, c'était assez intéressant, avec cette logique de marché et donner un cadre qui aussi était sûr pour les investissements. Il y avait beaucoup d'électeurs aussi de droite qui se sont mis de panels solaires sur leur toit et tous en Bavière, par exemple. Puis, ce qui s'est passé, Angela Merkel était élue en 2000. Début, premier terme d'Angela Merkel, c'était une coalition. C'est pour ça que les coalitions sont si importantes en Allemagne.
avec les sociodémocrates qui ont décidé de sortir du nucléaire, donc elle ne pouvait pas. Mais 2009, elle était élue, elle avait une majorité avec les libéraux. Et les libéraux ont forcé Angela Merkel de revenir sur le nucléaire. Et elle était d'accord parce qu'elle pouvait revenir. Donc, elle est revenue sur le nucléaire. Donc, elle a profité de Fukushima, en fait. Non, avant Fukushima. Oui, d'accord. Là, en 2009, elle revient. Non, en 2009, elle est revenue sur le nucléaire. Et ce qui s'est passé, c'était extraordinaire. J'étais pleinement là-dedans. Il y avait des manifestations en Allemagne, il y avait des centaines, des milliers de gens qui se sont mis contre. Les syndicats étaient contre, les églises étaient contre, tout le monde, l'opinion publique était contre. Donc, elle était sous une pression extrêmement forte. Et dans cette situation, et avoir fini avec sortir nucléaire, avoir cette mouvement, cette mobilisation vraiment de toute la société en Allemagne, en ce moment-là, il y avait Fukushima. Donc Merkel, elle avait le choix entre perdre le pouvoir à cause du nucléaire ou garder le pouvoir et laisser tomber le nucléaire. Et Angela Merkel, elle a toujours opté pour le pouvoir. Donc aussi dans ce moment-là, et elle a même, si c'est vrai qu'elle a même accéléré les sorties nucléaires, elle a même fait plus vite. D'ailleurs, elle a tout de suite arrêté les centrales nucléaires. Mais aujourd'hui, c'est à cause de ça et toute cette manœuvre de Angela Merkel qu'il y a des milliards de l'État qui doivent payer aux entreprises. Parce qu'avec cette manœuvre de revenir et revenir, ça coûtait beaucoup d'argent et ils ont fait des procès à l'État et c'est l'État qui va payer. Donc, je peux vous dire, c'était toute une manœuvre plutôt compliquée et c'est pour moi toujours fascinant que maintenant, en France, on dit que c'est Angela Merkel qui est sortie de nucléaire, ce qui est vraiment pas le cas. Elle était vraiment forcée. C'est l'histoire que les Européens se racontaient. Elle a écrit l'histoire. Ah oui, c'est vrai. Mais tu viens de dire l'État doit payer. Tu viens de donner ta vision du marché. Il me semble que dans le programme des Verts, il y a tout un volet social extrêmement important. Et puis, il y a surtout quelque chose autour d'un plan de relance de 500 milliards d'euros sur 10 ans qui amène aujourd'hui les Verts à se poser la question de la dette, ce qui était un mot imprononçable sous l'ère Merkel. Là encore, qu'est-ce qui se passe? On endette l'État allemand? Oui, ça c'est étonnant. Là, non, mais là, tu as absolument raison. Je vais dire ça. C'est très triste à le dire et je ne veux pas être cynique, mais il fallait une terrible pandémie avec les terribles conséquences économiques qu'on peut voir partout en Europe pour qu'il y ait un tel changement dans la politique en Allemagne. Hein. Il y avait quand même Merkel et même les sociodémocrates et le ministre des Finances comme Olaf Scholz, c'est le social-démocrate, ils sont jusqu'au vraiment au printemps, à ce moment-là, l'année dernière, ils ont été pratiquement encore dans une approche de défendre la politique d'austérité. Hein, c'était vraiment juste. Et c'était seulement parce que on a vu qu'avec tout ce qui s'est passé autour en Europe, avec tous et c'était assez clair, tous les experts ont dit, si on continue comme ça va exploser l'euro. Et c'était que quand il y avait les syndicats et le BDI, le MEDEF allemand et tout le monde, et tous les experts et tout le monde a mis la pression, il fallait vraiment toute la pression pour qu'il y ait ce changement. D'ailleurs, les Verts, ils se battent depuis très longtemps pour une fin de cette politique d'austérité. Très longtemps. Donc, maintenant, on veut dire, le gouvernement est déjà plutôt dans une ligne qui était la ligne des Verts depuis assez longtemps. Donc, c'est vrai, mais c'est vrai, il y a quand même encore en Allemagne, et c'est même une part, c'est dans la Constitution, que c'est justement interdit de s'endetter. Donc, il y a une interdiction d'endettement. Oui, c'est-à-dire il y a des critères très stricts pour s'endetter. Et en ce moment, c'est mis en fonction parce que dans une situation de crise, c'est possible. Mais justement, les Verts disent qu'il faut quand même ouvrir des possibilités à investir plus. En Allemagne, ils veulent justement investir 50 milliards par an en plus. C'est ça. Et ils vont faire ça, mais ils vont faire ça par vraiment investir dans la transition écologique et sociale. Donc, pas pour financer les coûts de tous les jours, à financer la dette, mais vraiment investir. D'ailleurs, c'est intéressant que même chez les conservateurs, ça bouge en ce moment. Il y avait aujourd'hui, quand même, hier, et aujourd'hui dans la presse, et hier, des déclarations d'Armin Laschet, le candidat des conservateurs, même eux commencent à dire peut-être on a la possibilité pour investir plus aussi dans le futur. En termes de programme politique global,
le mouvement écologiste, mais je pense d'un point de vue mondial, est traversé par la question de la croissance. Quelle est la doctrine des Verts allemands sur les enjeux de croissance? Est-ce que, pour résumer, vous êtes plutôt Green New Deal ou plutôt décroissance? Alors, moi, je ne poserai pas la question comme ça, mais c'est toi qui poses la question, donc bien sûr. Non, mais attends. Bon, déjà, Green New Deal, pour le dire. Tu retopes toutes mes questions, donc vas-y. Non, mais il n'y a pas de souci. Non, mais c'est intéressant, ça c'est très intéressant parce que. Est-ce que c'est un débat que français? Parce que le Green Deal et le Green New Deal, c'est quelque chose c'était le slogan et l'idée des Verts allemands pour les élections européennes de 2009. Tout à fait. Donc, qui ont irrigué le reste. Et qui est aujourd'hui le programme de la Commission européenne. Ouais, donc, c'était l'idée. Mais oui, c'est vrai. Mais il n'y a pas cette idée d'une croissance verte comme ça. Ça, il n'y a pas. Il y a l'idée que oui, avec une transition écologique et sociale, ça peut seulement marcher si ça peut aussi créer de nouveaux emplois, si ça peut vraiment aboutir à une sorte de croissance. Mais la question, c'est quelle croissance? Et ça, c'est très clair dans le programme. Ça peut pas être la croissance et la définition de croissance d'aujourd'hui. Pas du tout. Donc là, il y a il y a des propositions pour avoir d'autres indicateurs pour mesurer la croissance. Donc ça se joue beaucoup sur les indicateurs. Hein, oui, bien sûr, c'est les indicateurs parce que, par exemple, une croissance, pourquoi aujourd'hui la croissance est mesurée de façon si vous êtes en train, par exemple, d'avoir une activité qui fait beaucoup d'émissions CO2, ou par exemple, si vous avez un accident avec un gros bateau qui transporte le pétrole en Bretagne, ce qui est déjà arrivé, après, il faut nettoyer les plages, il faut faire beaucoup, et ça, c'est quelque chose… Ça rentre dans le PIB. Oui, ça rentre dans le PIB. Ça augmente, mais ça, c'est complètement débile, cette approche et cette définition de la croissance d'aujourd'hui. On ne peut pas rester sur ça. L'idée, c'est d'avoir une croissance qui aboutit sur la question, est-ce qu'il y a une augmentation de la qualité de vie des gens, des citoyens? Donc, c'est pas voir, c'est bon pour l'économie, mais de voir, l'économie doit servir, doit avoir la qualité. Par exemple, si vous baissez la pollution de l'air dans une ville, ça augmente la qualité de vie des gens. Même si avec d'autres indicateurs, ça baisse peut-être quelques activités économiques. Donc, tout se joue sur comment définir la croissance. Mais alors, dans le programme des Verts, on vient de parler de l'économie, il y a également le régalien, il y a notamment toute la politique de défense. Et les Verts ont été créés quand même sur une base antimilitariste, pacifiste, etc. Et je vois aujourd'hui dans le programme des Verts qu'il est question du soft power de l'Union européenne comme point de départ de la coopération internationale, et puis en même temps qu'il s'agit de mieux défendre les intérêts des Européens au sein de l'OTAN. J'avoue, là encore une énorme surprise par rapport à ce que je m'imaginais des Verts. Vous en êtes, ou finalement, vous êtes compatible avec le SPD, avec la CDU, c'est sur ces questions régaliennes là aussi? Alors, là, il faut un peu quand même revenir aussi à l'histoire, parce que c'est vrai, le mouvement pacifiste, c'était un des mouvements très importants chez les Verts, vraiment. Mais dès le début, les mouvements pacifistes en Allemagne avaient dit justement, si on rentre dans une logique d'armement, donc c'était aussi cette approche-là, c'est une logique d'armement entre l'Ouest et l'Est, ça peut déclencher la guerre, c'est pas quelque chose qui va nous aider. Donc, c'était pas seulement une approche naïf ou d'illusion, quelque chose comme ça. Principe. Oui, c'était quand même aussi une approche de dire ça, c'est pas la bonne façon, la bonne approche. Et puis, il y avait un moment qui était très difficile. Je crois ce qui est quand même chez les Verts assez intéressant, qu'il y a beaucoup de participation démocratique, il y avait beaucoup de débats très durs et violents presque, mais c'était des débats ouverts et qui ont aussi abouti à un certain développement. Donc, c'était pas décidé par quelques dirigeants ou parce qu'il faut s'adapter à une situation, c'était vraiment des débats très durs. Et un débat clé, c'était justement de participer à quand même attaquer la Serbie pour arrêter avec tout ce qui est génocide au Kosovo. Et là, c'était très compliqué
Parce que, comme vous savez très bien, il n'y avait pas un mandat international parce que la Russie a bloqué. Et donc, la question, et c'est presque qui aurait presque vraiment fait exploser les Verts, cette question. Parce qu'il y avait un côté qui a dit on peut pas rester tranquille et regarder que des femmes, des enfants, tout le monde est massacré devant nos portes. Parce qu'on dit on veut pas prendre la responsabilité. Et l'autre côté a dit non, dans ces cas-là, ça c'est un cas où quand même on doit participer, on doit arrêter la Serbie de vraiment continuer avec cette génocide au Kosovo. Ouais. Donc, la minorité albanaise. Oui, la minorité albanaise dans le Kosovo. Oui, oui, absolument. Merci. Oui. Donc, et ça c'était le moment et c'était un débat très, très dur. Et là, il y avait la décision avec une majorité quand même, très dure, une attaque avec, même contre Joschka Fischer, qu'il y a discours et tout ça. Mais là, il y avait la décision, non, donc, dans un cas comme ça, il faut aussi miser sur l'unitaire. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi une approche qui dit il peut avoir des cas, mais on doit toujours voir des cas. Et surtout, ce qui est très différent, je peux même dire, ce qui est très différent de quand même une tradition française où il y a un président à l'Élysée qui décide où on va, où la France va aller, où s'engager ou pas. Le chef d'armée. Et les chefs des armées, oui. En Allemagne, c'est le Parlement qui décide. Donc, il faut avoir vraiment un débat ouvert au Parlement, pour et contre et tout ça. Et c'est chaque fois, aussi quand les Verts étaient au pouvoir, il y avait la décision de participer au Afghanistan, ce qui est aussi beaucoup contesté, qui était beaucoup discuté. Est-ce que c'est une bonne idée? D'ailleurs, il faut faire aujourd'hui, bien sûr, un bilan critique aussi de ce qui s'est passé en Afghanistan, vu la situation. Maintenant, tout le monde va se retirer et laisser le pays. Et je vais dire seulement, oui, ça a évolué avec le fait qu'il peut y avoir de plus en plus de cas. Vous voilà donc loin du fondamentalisme du départ et de l'opposition entre fondamentalistes et réalistes, et puis loin des positions de Die Linke. Là, vous met au centre du débat ce type de position. Oui, mais je crois qu'il y a quand même aujourd'hui une très grande différence avec le fait que chez les Verts, ça déclenche toujours des très grandes discussions. C'est très compliqué. Parce que vous êtes aussi des gens de principe et de valeur. Donc, c'est plus simple quand on a moins de valeur. Moi, je suis pas de valeur. Moi, je dirais pas que les autres, mais il y a des valeurs différentes. Moi, je trouve en démocratie, moi, je dirais pas les autres n'ont pas de valeur, mais si c'est pas l'extrême droite, mais ils sont des valeurs très différentes. La naissance d'un parti politique qui est fondé sur le pacifisme, le non-nucléaire. Et il est encore très vivant. Et c'est très clair, si les Verts vont jamais, et quand même jusqu'à maintenant, et ces jeux n'ont pas fait, mais tout le monde croit en Allemagne et que les Verts vont être au prochain gouvernement. On ne sait pas dans quel type de coalition, est-ce qu'ils vont être la chancellerie ou pas, mais pour moi, c'est une situation inédite que tout le monde pense qu'ils vont être au prochain gouvernement. Et là, bien sûr, il peut y avoir des cas, surtout sur tout ce qui est politique extérieure de sécurité, qui peuvent être très compliqués, parce qu'ils sont justement entre ces deux pôles. Alors, avant qu'on passe à la question de l'exportabilité potentielle des Verts allemands, en particulier chez nous, où on se pose beaucoup de questions, il y avait peut-être un dernier sujet autour de la question des migrants, puisque au sein même de la CDU, il y a eu des grands débats et la désignation d'Armin Laschet comme le candidat à la succession d'Angela Merkel a plutôt fait pencher la balance en faveur d'une politique migratoire, disons, généreuse, pour la résumer. Est-ce que précisément, j'imagine, vous les Verts allemands avez donc souscrit à cette politique d'accueil, est-ce que ça voudrait dire que potentiellement vous pouvez gouverner avec un homme comme Armin Laschet? Allez, qui s'est affronté à la CSU, qui s'est affronté à l'LG. Premièrement, les Verts allemands, ils sont très loin de la politique actuelle du gouvernement au niveau de l'immigration. Par exemple, le gouvernement en Allemagne, très proche aussi du gouvernement français, c'est eux qui ont aussi, et ils sont en train de soutenir le pacte européen sur migration et asile, et qui est fortement critiqué par les Verts. Donc non, la politique migratoire devrait être différente. Ça, c'est très clair. Et Merkel, d'ailleurs, elle a fait ça, et je crois que c'était un pas important ce qu'elle a fait, mais après, son gouvernement a beaucoup durci pas par pas.
la politique migratoire et d'asile en Allemagne, parce qu'ils ont été de plus en plus sous pression de la montée de l'extrême droite. Bien sûr. Donc, c'est calmé d'ailleurs depuis. Voilà, donc non. Donc les propositions des Verts, c'est très différent de ce qui est la position du gouvernement. Mais c'est bien sûr si jamais il y a une situation de forcé de faire une coalition avec les conservateurs, ça va être très dur dans les négociations. Ce sera un des sujets sur la table. Ah oui, et parce que ça c'est quand même quelque chose que souvent on voit aussi pas en France. Et des négociations, c'est extrêmement dur et c'était extrêmement intéressant parce que Angela Merkel, et c'est ça qui est d'ailleurs aussi, c'est une situation inédite en Allemagne et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant. Mais bon, politiquement, pour la première fois depuis longtemps, c'est intéressant parce que Angela Merkel, elle a toujours fait une campagne d'une démobilisation asymétrique, on a dit. C'est-à-dire, dès qu'il y avait un conflit, un sujet qui pourrait être un conflit, elle a tout de suite tout fait. C'était même en 2017, il y avait un conflit autour et les Verts ont dit autre avec le sujet du mariage pour tous. Donc, elle a, aux dernières séances du Bundestag, du Parlement, avant les élections, elle a ouvert et elle a donné la possibilité d'adopter une loi. Donc, c'était en dehors de la campagne. Donc, elle a toujours tout fait. Puis, elle a toujours fait, oui, on est aussi pour le climat, oui, on est, et c'était extrêmement intéressant. Elle a fait Macron, mais Macron, quoi. Oui, mais non, mais il n'y avait pas de conflits, vraiment, il y avait aussi pas des manifestations dans la rue. Hein, il y a aussi une culture du compromis. Mais dans la campagne, c'était très compliqué. Et ce qui s'est passé, et c'était le début de la montée des Verts. Et parce que toi, tu as mentionné, c'est vrai, la dernière fois, ils sont eu à 8%, hein, absolument, il y a 4 ans, donc on est à 8%, c'est une des plus petits groupes du Parlement actuel, il ne faut pas oublier. Mais ce qui s'est passé, ça c'était extrêmement intéressant. Après, il y avait des négociations très dures et très longues pour former un gouvernement. Et pendant ces négociations-là, en 2017, c'était pour la première fois qu'il y avait toutes les différences politiques très clairement sur la table. Parce que tout le monde a vu, OK, ceux il veut ça, il négocie, il essaie de trouver un compromis, c'est dur, mais les différences étaient pour la première fois dans toutes ces tons de Angela Merkel très clairement sur la table. On sent que c'est très soulagé qu'elle s'en aille, que ça retrouve du jeu. Ah oui, absolument. Ça, Merkel, elle était très forte, on peut dire, hein, dans la campagne électorale. Ça. Peut-être juste un mot sur la montée de l'extrême droite qui est maîtrisée, qui se situe aux alentours de 12%. Il y a une question récurrente en France autour de la place de l'islam, de la lutte contre l'islam politique. Comment les Verts abordent-ils cette question? Alors peut-être, première chose, l'extrême droite, c'est vrai au niveau fédéral, mais là, on va avoir des élections dans le long de Sachsen-Anhalt, avec la capitale de Magdeburg le 6 juin. Et là, par exemple, les derniers sondages, les conservateurs à 26 et l'extrême droite à 24%, hein, juste pour vous donner une idée. Et là, par exemple, vous avez une coalition en ce moment qui marche pas très bien. Tout le monde veut, pratiquement tout le monde veut pas continuer comme ça. Il y a une coalition des conservateurs, des sociodémocrates et les Verts. Donc, une sorte de grande coalition avec les Verts pour faire face à l'extrême droite. Donc, vous avez des lieux en Allemagne et dans les pays de l'Est, vous avez des situations on en parle beaucoup en France. Désindustrialisation, pauvreté. Oui, il y a beaucoup quand même aussi ça. Voilà, donc vous avez ce type de coalition. D'ailleurs, aussi Brandebourg, vous avez une type de coalition à Saxe. Donc, il vous faut 3 partis pour former encore le gouvernement. Des partis, et d'ailleurs là, c'est très compliqué. Et les Verts et les conservateurs veulent finir ça, parce que les conservateurs, là, ils sont quand même. Il y a une partie de conservateurs qui préférait de faire une alliance avec l'extrême droite. Et ça peut déclencher aussi des grands conflits avec au niveau fédéral, qui a quand même dit pas d'alliance avec l'extrême droite. Donc, c'est pas, là, on est quand même dans une situation, on va voir. Ça, c'est une chose. Et voilà, ça c'est très important. Oui, sur la question du rapport religieuse. Ah oui, l'islam et bon. C'est très important en Allemagne parce qu'il y a quand même une communauté issue de l'immigration turque qui est très importante. Mais en Allemagne, l'approche envers les religions est très différente. Vraiment, il n'y a pas cette idée de la laïcité. Il y a aussi l'idée de l'État neutre, mais il n'y a pas cette idée de laïcité à la française. Donc en Allemagne, il y a quand même, par exemple, un rôle très fort des églises.
Si vous payez les impôts, c'est les finances publiques qui prennent directement l'argent, un certain pourcentage. Il faut déclarer, en fait. Il faut déclarer. Il y a de moins en moins de gens. Enfin, il y a un mouvement de désaffiliation. C'est assez compliqué. Il faut aller à un tribunal pour dire on partit pas. Et puis on dit non-religion, tout ça. Donc c'est quand même, je veux dire, lourd. Et beaucoup de choses financées par l'État, des églises et tout, c'est très différent. Donc il y a cette idée en Allemagne plutôt, oui, bien sûr, il faut donner les mêmes possibilités aux différents groupes religieux. Donc, il faut aussi avoir une approche comme ça vers l'islam. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas encore des structures, aussi pas en Allemagne, il y a des structures qui permettent ça. Donc, il n'y a pas une structure bien organisée, tout ça vers l'islam, mais il y a quand même une approche, et c'est avancé par les Verts, d'avoir un islam allemand et européen. Parce que ce qu'on a, et c'est aussi une question, on a vu ça avec la discussion autour de Strasbourg et tout ça, parce que ça c'est très clairement aussi dans le programme des Verts, que c'est pas bien d'avoir des structures qui sont par exemple financées par des pays comme la Turquie et Erdogan et qui sont proches d'eux, qui sont beaucoup d'autres intérêts. Donc par exemple les Verts, ils ont mis en place le programme de former des imams en Allemagne à des universités allemandes, ce qui marche bien. Mais aussi d'ouvrir, vous savez, en Allemagne, il y a par exemple des cours en religion dans les écoles. Donc ça, on peut pas imaginer en France, mais c'est comme ça, moi aussi. Et on peut choisir. Donc avec ces logiques-là, il y a un cours, eux qui sont protestants, ils peuvent aller en cours protestantisme, eux qui sont catholiques, un cours catholicisme, mais eux qui sont musulmans peuvent avoir aussi un cours, bien sûr, en islam, dans une école allemande. C'est toutes les proches, c'est toute l'idée. Donc, vraiment, bien sûr, toujours avec l'idée que ça doit être dans le cadre de la Constitution. Ça, c'est très clair. Tout ce qui sort du cadre de la Constitution, c'est la même chose comme en France. Ça, c'est, bien sûr, c'est pas ça, mais dans le cadre de la Constitution, d'avoir un traitement de la même façon, égale. Il faut aussi dire, ça, c'est quand même un constat qui est intéressant, que première menace terroriste en Allemagne, à un moment, c'est l'extrême droite. C'est pas l'extrême droite, mais c'est un terrorisme d'extrême droite. Là, il faut quand même faire une différence, bien sûr. Mais c'est un terrorisme d'extrême droite. Et en France, la première menace, c'est un terrorisme islamiste. Donc ça, il y a bien sûr une différence aussi dans le débat public. Ça, c'est clair. Pour finir, Yann, c'est évidemment passionnant et je crois que c'est hyper important pour nous, pas seulement parce qu'il y a le 20 biaisé sur l'Allemagne, mais à l'inverse, toi qui vis à Paris, quel regard tu portes sur le mouvement écologiste français qui, aux européennes, fait d'assez bons scores, aux élections municipales a emporté des mairies importantes, mais qui, quand il faut passer à l'échelle, comme on dit, prendre le pouvoir, ont beaucoup plus de mal. On avait intitulé cette table ronde « Est-ce que le modèle des Verts allemands est exportable ?» Est-ce que d'après toi, il l'est? Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à nos écolos français? Bon, déjà, jamais dans la vie en France, je dirais qu'il faut exporter quelque chose de l'Allemagne. Déjà, je ne crois pas que ce serait une bonne idée et je dirais jamais une chose pareille. Ça, admettons. Ça, mais en dehors de ça, si on essaye, ça, jamais dans la vie. Je dirais beaucoup de choses qu'on pourrait exporter de la France en Allemagne, mais jamais de l'inverse. Bon, c'est bien. Donc, mais pour faire une comparaison quand même de la situation des deux, clairement. Oui, déjà, ce que je trouve assez intéressant, que à gauche, il y a il semble, c'est juste en train d'analyser, on voit, il semble qu'il y a un seul narratif qui fonctionne. C'est le narratif d'écologie, le narratif de transition écologique et sociale. Moi, je vois pas d'autres narratifs forts à gauche. Je veux dire, même chez les socialistes, la France insoumise, tout le monde mise sur ça maintenant. Donc, et il me semble que quand même, sur cette question-là, la marque de fabrique, être les seuls qui sont vraiment crédibles pour cette question complètement, elle est peut-être un peu plus forte en Allemagne comme marque de fabrique, de façon que, oui, les autres en parlent, mais toujours, c'est les Verts qui en profitent, même s'il y a aussi cette logique en France un petit peu. Si tout le monde en parle pendant les élections européennes, c'est les Verts l'Europe Écologie, les Verts qui ont le profit. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est bien sûr, je veux dire ici, et c'est très bien ce que tu as dit, dès que tu as une élection avec une logique proportionnelle comme le Parlement européen, là, il peut réussir.
si tu as une élection aussi au niveau, ce qu'il y a au niveau municipal, où c'est plus facile de faire des alliances et tout ça, là aussi, ils peuvent réussir. Dès que c'est au niveau national, où bon, il y avait Macron, il avait quand même dit au début, il veut introduire une partie proportionnelle, mais on n'a pas encore jusqu'à aujourd'hui, je pense que ça ne va pas arriver, il me semble. Donc, avec un système majoritaire, et ça c'est aussi au Grande-Bretagne par exemple, où il y a aussi, dans d'autres niveaux locaux et tout, il y a des Verts assez forts, mais jamais au niveau fédéral, là, ils sont une seule députée, parce que le système majoritaire ne permet vraiment pas, et c'est beaucoup plus différent, c'est beaucoup plus compliqué en France de faire des alliances avant, parce que tout le monde veut être plus fort pendant les élections, c'est plus facile en Allemagne, parce qu'après, on va voir qui est fort, qui est plus faible, et ça donne toute une autre relation. Ici, c'est compliqué. Par contre, je trouve quand même intéressant, si je peux me dire, juste pas à l'extérieur, pas pour donner des idées, mais je trouve intéressant que dans le système français, il y a quand même une possibilité aussi. Parce qu'il y avait déjà des cohabitations forcées. Et aujourd'hui, c'est différent, mais je veux dire, il y aurait une possibilité, par exemple, de faire des équipes, des cohabitations en avant, de dire un personnage va être plutôt le candidat pour la présidentielle, l'autre va être à Matignon. Et dès le début, il faut faire une sorte de coalition autour d'une cohabitation. Ce ne serait pas impossible dans le système français aussi. Donc, ce ne serait pas impossible, mais ça, c'est le travail des forces de gauche en France et qui semble quand même assez difficile à atteindre. Ce qui, d'ailleurs, je peux dire, ce ne serait pas plus facile en Allemagne. Moi, seulement c'est ce que j'ai dit souvent en Allemagne, parce qu'il dit, ah oui, mais pourquoi la gauche et tout. Et en Allemagne, je dis, imaginez un moment, en ce moment-là, les sociodémocrates, les Verts et la gauche radicale, die Linke, devraient se mettre d'accord sur une sorte de programme et sur un candidat ou quelque chose comme ça serait juste impossible. Donc, je vais dire, c'est aussi quelque chose qui est un peu compréhensible d'une certaine façon. Mais bien entendu, simplement, les Verts ont un slogan qui est le radicalisme réaliste. Ça m'a beaucoup amusé. Mais à être un parti normal, est-ce que en réalité, les Verts, qui sont aussi un parti de l'élite, aujourd'hui, quand même, l'électorat vert en Allemagne, c'est d'abord des gens très instruits, etc. Est-ce que, à force d'être un parti très normal, au centre de l'échiquier, il n'y a pas une concurrence qui risque d'arriver? Ça s'est déjà produit sur un certain nombre d'élections locales, à Berlin, mais pas simplement, dans le Bade-Württemberg, etc. Est-ce que ça, c'est pas un vrai danger de voir apparaître de nouveaux mouvements plus radicaux, plus jeunes, moins élitistes? Alors, moins élitiste. Bon, je crois la question. Non, mais ce qui est vraiment important, et ça, c'est toujours la question, est-ce que ça marche ou pas? Et je peux vous dire que comme quelqu'un qui a travaillé au sein des Verts, c'est dur comme travail et avoir ça tout le temps, surtout si on est comme moi qui était responsable de communication. Et aussi, ça, c'est avoir une démocratie interne qui fonctionne. Mais c'est ça, et c'est quand même là, par exemple, ce qui est assez étonnant. Par exemple, les Verts allemands, ils ont doublé le nombre de leurs adhérents les 10 dernières années. Donc, c'était autour de 50 000. Là, on a plus que 100 000. Et avec un vrai mouvement dans les dernières semaines. Oui, mais déjà dans les dernières années, vraiment, arriver à 100 000. Donc, là, et tous les autres partis sont en train de perdre des adhérents. Donc, c'est aussi une tendance contre-cours. Mais ça permet qu'il faut toujours être vraiment un parti qui est très démocratique de base. Et pas avoir des dirigeants élites qui sont là et qui décident justement pas. Par exemple, ils ont débattu là, et ils ont adopté en automne dernier un nouveau programme de base avec des orientations de base, de principes. Ils ont fait ça pendant 2 ans. Et là, vous avez par exemple une proposition maintenant des dirigeants des Verts pour les propositions pour les élections. Et ça doit être adopté à un congrès des Verts qui va être numérique, 11 ou 13 juin. Et il y a déjà en ce moment 3300 amendements. 3300. Et il faut toujours avoir plusieurs signatures, tout ça. Vous pouvez imaginer combien
des gens, des adhérents se sont mis ensemble, et qui ont travaillé sur le programme, qui ont fait d'amendements et tout ça. Et chaque amendement, tout va être discuté. C'est un travail énorme. Et si vous faites après les négociations, c'est aussi important. C'est pas quelques dirigeants qui vont faire des deals, des trucs. Vous devrez aller vous faire des pré-négociations. Puis un congrès de parti qui doit être donné le feu vert, que vous rentrez dans des vraies négociations. Puis il y a des négociations, puis vous faites un contrat de coalition. Avec ces contrats de coalition, vous devrez de nouveau aller en congrès. Et de nouveau, il est débattu fortement et tout. Et il doit aussi être adopté et aussi un feu vert. Donc, à chaque étape, et c'est aussi la même chose au niveau des lenders, des régions, à chaque étape, il y a le base de parti qui participe et qui est vraiment dans le processus. C'est seulement comme ça que ça marche de cette façon. Il faut dire, Jens, que quand nous, on nomme un gouvernement, ça prend 3 jours. Une fois que il y a la fin des élections jusqu'à un gouvernement soit nommé et définitif, il y a énormément de tractations, je dirais dans le bon sens du terme, d'un point de vue parfaitement démocratique. Et chaque parti qui participe à la coalition vient faire valider à ses troupes les termes du programme commun. Les conservateurs, ils n'ont pas fait ça. Ils se sont dit maintenant, ils veulent aussi peut-être faire ça, mais ils n'ont pas fait ça. Les dirigeants ou les libéraux non plus. Hein, c'est souvent qu'ils sont. Il y a une machinerie, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une machinerie démocratique. Mais tu as absolument raison. Et pour revenir sur ce qu'il a dit, et puis au début, justement, il a dit on va avoir encore Angela Merkel pour 4 mois ou pour 5 mois jusqu'aux élections. Elle va rester en place jusqu'à vraiment toutes les négociations, tout le contrat de coalition est fait. Une nouvelle chancelière ou un nouveau chancelier est élu. Donc, je crois qu'elle va être encore chancelière jusqu'à la fin de l'année. Ok, bon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup à toi, Jens. Je rappelle qu'on peut aller s'intéresser aux travaux de la Fondation Heinrich Böll. Merci, Pierre. Merci, Thierry, encore une fois. Merci, Jens. Et puis, on vous donne rendez-vous au mois bientôt. De juin, quand on l'aura décidé. Voilà. Merci aussi. Merci à toi, vraiment. Merci aux libraires associés de nous accueillir encore. Merci à Brice. Merci à tout le monde qui nous a suivis. Voilà. Merci à ceux qui nous ont suivis. Merci à tous les téléspectateurs, téléspectatrices. Et à bientôt. Yes. Salut. Ciao. Parfait.